Retrouvez votre journal avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires au service de notre pays. Ils vous ont caché l'essentiel. Ils vous ont menti sur à peu près tout. Le système diffuse un flot mondial continu d'informations conditionnant les esprits. En fait, le système veut que vous soyez des producteurs-consommateurs sans libre arbitre, vous réduisant ainsi à un chiffre dans un business plan. Ils veulent que vous soyez servis. Lorsque TV Liberté donne la parole et ouvre son large auditoire à des hommes libres qui se lèvent pour faire entendre une autre vision, elle est censurée par YouTube et attaquée financièrement. Leur dessein est clair, ils veulent nous faire taire. On cherche à nous asphyxier financièrement, car nous perturbons leur endoctrinement. En 2020, nos frais de défense ont été multipliés par 4. Au cours de ce premier semestre, l'assurance que nous avions en janvier de finir l'année sans difficulté a été remise en cause par une offensive massive d'avocats au service du système. Alors, il n'appartient qu'à vous d'en décider autrement, en finançant TV Liberté, qui se bat pour votre droit à une information libre et indépendante. Grâce à vos dons, nous libérons les esprits de la propagande mondialiste par une information alternative. Alors, aidez-nous, en avant, à l'attaque! Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, encore et toujours la question vaccinale. Après un début de mois de juin en fanfare, la campagne vaccinale connaît un fort ralentissement. Une défiance loin d'être étonnante après 1 an et demi d'incertitude et de mensonges. Nous évoquerons ensuite le rapport Matic voté par le Parlement européen et visant à imposer l'avortement et la suppression de la clause de conscience à tous les États membres. Enfin, nous resterons sur des questions européennes avec la croisade bruxelloise contre la Hongrie. Coup de moi bien pour la campagne vaccinale, alors que le cap des 50 millions d'injections de vaccins, toutes doses comprises, a été dépassé. Les prises de rendez-vous pour une première injection ralentissent. On connaissait le plafond de verre électoral, on peut désormais parler du plafond de verre vaccinal. Après s'être enthousiasmé d'avoir atteint ses objectifs de vaccination, le gouvernement commence à connaître quelques sueurs froides. Et pour cause, sa campagne vaccinale ralentit fortement. Si le nombre d'injections quotidiennes est assez stable en moyenne ces derniers jours avec quelques 600 000 injections quotidiennes, il faut néanmoins ne pas être dupe, la cadence n'est maintenue que par les deuxièmes doses. En effet, le nombre de primo-vaccinés fond comme neige au soleil de plus de 400 000 par jour début juin à peine plus de 200 000 cette semaine. Jeudi, en déplacement dans les Landes pour évoquer le variant Delta, le Premier ministre Jean Castex a fait part de son inquiétude de ne pas atteindre l'hypothétique immunité collective tant recherchée. Un doux rêve qui est en train de s'évaporer au fur et à mesure que les jours avancent. 60% des adultes français et 7% des adolescents ont déjà reçu une première injection d'un vaccin contre le Covid-19. Si l'adhésion à la vaccination culmine à 97% chez les plus de 65 ans, elle retombe à 77% pour les âges inférieurs selon un sondage IFOP des 9 et 10 juin dernier. La couverture vaccinale est inférieure à 40% pour les 18-24 ans et 25-29 ans. D'aucuns essaieront de pointer du doigt une jeunesse égoïste, très éloignée du fameux esprit civique que le gouvernement invoque à tout va pour susciter une bonne conscience. D'autres expliqueront cette défiance
défiance par la France anti-vax et complotiste. Mais dans les faits, le gouvernement et les médecins spécialistes des plateaux télé ont eux-mêmes suscité l'écœurement des Français. Depuis 1 an et demi et le début de la crise sanitaire, tout n'a été que mensonge ou appréciation au doigt mouillé. Masque pas nécessaire, puis obligatoire, confinement, puis déconfinement, puis reconfinement, vaccin AstraZeneca autorisé, puis suspendu. Dans ces conditions, difficile de faire confiance à propos des vaccins sur lesquels il n'y a aucun recul sur de potentiels effets secondaires. Et comme à chaque fois que le gouvernement se retrouve en difficulté, il fait planer la menace d'une nouvelle vague de contamination. Cette fois-ci, elle prend la forme du variant Delta, initialement appelé variant indien. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a estimé qu'il représenterait entre 9 et 10% des contaminations, voire 12 à 13% en Île-de-France, et serait même responsable de 70% des cas positifs détectés dans les Landes. Un variant Delta plus contagieux et qui devrait gagner du terrain dans l'Hexagone pendant l'été si la campagne vaccinale ne progresse pas. Cependant, la vaccination n'empêche pas la contamination. L'exécutif use encore une fois de parade pour inciter les Français à se rendre dans les centres de vaccination. Et face au risque de ne pas pouvoir exploser le plafond de verre, il pourrait avoir recours à un autre moyen, celui de la vaccination obligatoire. Après avoir émis l'hypothèse de la rendre obligatoire pour le personnel soignant des EHPAD, le gouvernement pourrait être tenté de se tourner vers les enfants afin d'atteindre ses objectifs. Le Parlement européen à l'assaut de la famille. Jeudi, l'instance a voté en faveur du rapport Matic, visant notamment à généraliser l'avortement dans l'UE. La directrice générale de l'association Europe for Family nous explique les tenants de ce rapport et le rapport de force à Bruxelles. Olivier Frère-Jacques. 378 voix pour, 255 contre et 42 abstentions. Jeudi, les parlementaires européens ont voté en faveur du rapport Matic, un texte appelant officiellement à la protection des droits et de la santé sexuelle et reproductive dans l'UE. En réalité, il s'agit surtout d'imposer une vision très occidentale de la famille à des pays d'Europe centrale qui ne partagent pas nécessairement les mêmes vues sur les questions éthiques notamment. Laetitia Pouliquin, directrice générale de l'association Europe for Family, nous explique ce qu'est ce rapport Matic. Le rapport Matic est un rapport non contraignant à l'initiative du socialiste croate Predrag Matic qui vise en fait à établir un droit européen à l'avortement comme inclus dans les services de santé liés aux droits sexuels et génésiques, qui sont un sujet que l'on voit depuis 10 ans. Ces droits sexuels et génésiques devraient s'étendre aussi à la cause LGBTI, QAA, c'est-à-dire la PMA sans père, pour des raisons d'infertilité sociale. C'est marqué explicitement femmes lesbiennes et bisexuelles qui n'ont parfois pas les moyens de prouver leur infertilité, et pour cause, elles ne sont pas infertiles, et se voient refuser l'accès à des technologies de procréation assistée. Il y a un autre élément qui est extrêmement délétère, c'est le droit à l'objection de conscience. Un texte qui a donné lieu à une passe d'armes parlementaire inédite, puisque le PPE, la droite parlementaire européenne, à l'initiative de son président bavarois Manfred Weber, a déposé une résolution alternative. Elle a échoué, certes, mais la nouveauté ici est le ralliement en faveur de cette résolution par d'autres partis européens. Depuis ce week-end, le PPE s'est mis d'accord au sein du groupe qui n'a jamais réussi en 7 ans que je travaille auprès du Parlement européen à aligner son groupe parlementaire sur des sujets aussi graves que les sujets sociétaux. La consigne de vote était toujours free vote, c'est-à-dire liberté de vote en conscience, moyennant quoi on y voyait toujours des dérives et un équilibre au sein du PPE de l'ordre de 50% de progressistes et 50% un peu plus conservateurs. Et là, Manfred Weber, avec l'aide de députés, sont parvenus à rédiger un amendement de résolution alternative qui vidait le texte de sa substance. Cet amendement, la consigne de vote du PPE était « votez-le ». Et nous sommes parvenus à faire en sorte que le groupe ECR des conservateurs, qui est assez disparate sur ces sujets sociétaux, ainsi que le groupe Identité Démocratie, c'est-à-dire les RN en France, a voté massivement pour cette résolution alternative du PPE. Une alliance électorale inédite à droite, alors que les gauches européennes et le centre arrivent généralement à s'allier sur certains sujets. Une première qui pourrait créer un précédent et s'étendre à d'autres domaines, rebattant les cartes du jeu politique européen. Et on reste
reste dans la politique européenne avec Bruxelles qui entend taper sur les doigts de Budapest. En cause, une loi de protection des mineurs prise par la Hongrie perçue comme anti-LGBT par ses détracteurs. Olivier Frère-Jacques. Une loi anti-pédophile qui fait grincer des dents l'Union européenne. La Hongrie a décidé d'adopter une loi interdisant la propagande LGBT à destination des enfants. Une mesure s'inscrivant dans les politiques pro-famille menées par le conservateur Viktor Orban. Le ministre allemand des Affaires européennes, le social-démocrate Michael Roth, lui-même marié à un homme, s'est ému de ce qu'il considère comme une loi, je cite, contraire à nos valeurs communes. Des valeurs communes qui ne sont pas très claires tant il semblerait que les différents États membres partagent de moins en moins de valeurs en commun. C'est donc une offensive progressiste qui a été menée contre la Hongrie lors du Conseil européen de jeudi et vendredi, avec la signature par 17 États membres d'un texte dénonçant une loi discriminatoire contre les intérêts LGBT. 17, c'est la majorité, mais c'est loin d'être l'unanimité. Une pression européenne doublée d'une pression américaine, puisque l'ambassade US à Budapest s'est aussi fendue d'un communiqué faisant l'amalgame entre liberté d'expression, droits de l'homme et LGBT. Le risque pour Budapest est de voir Bruxelles prendre des sanctions avec la Commission qui saisirait la Cour de justice de l'Union européenne qui pourra condamner l'État hongrois. De telles mesures avaient déjà été prises contre la Pologne qui ne respecte pas la feuille de route progressiste des lobbies LGBT. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a participé au concert d'indignation auquel s'est joint le président français Emmanuel Macron. Une offensive très occidentale qui illustre une ligne de fracture entre des États d'Europe qui ne partagent pas une même vision de la société. L'Union européenne, en crise de légitimité, remise en cause par le Brexit et en proie à des querelles internes, ne sortira pas grandie de ce nouvel affrontement. Difficile de comprendre d'ailleurs l'importance donnée à des combats minoritaires par des institutions qui n'ont pas su faire front pour défendre la Grèce ou Chypre face aux provocations turques. Une question turque qui révèle d'ailleurs le comportement absurde de la technocratie européenne. D'un côté, certains États membres se montrent extrêmement durs vis-à-vis des pays d'Europe centrale pour leur conception traditionnelle de la famille. De l'autre, Bruxelles reconnaît la candidature de la Turquie et maintient sa procédure d'adhésion quand bien même ce pays exerce des pressions sur des États membres et menace le continent d'ouvrir ses frontières pour faire passer des centaines de milliers de clandestins. En outre, une question peut se poser. Erdogan et la Turquie se plieront-ils au vu de la Commission européenne en cas d'adhésion sur les questions dites LGBT ? Et on retrouve à présent Kevin Tanguy pour l'actualité en bref. 300 clandestins devant l'hôtel de ville de Paris. Jeudi soir, plusieurs centaines de migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, ont installé leur tente devant la mairie de la capitale pour demander des hébergements dignes. Une nouvelle opération menée par l'association immigrationniste Utopia 56, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Ils avaient déjà occupé le parvis le 1er septembre 2020. Ces associations bénéficient d'un relais médiatique important alors que durant l'année 2018, 200 000 personnes étaient sans domicile fixe. Le procès d'Éric Chauvin n'en finit plus. Ce vendredi soir, l'ancien policier devrait connaître sa condamnation définitive 2 mois après avoir été reconnu coupable du meurtre de George Floyd à Minneapolis. Selon les lois de l'État du Minnesota, Derek Chauvin encourt jusqu'à 12 ans et demi de prison. Le juge Peter Cahill a retenu 4 circonstances aggravantes. Avoir abusé de sa position de confiance et d'autorité, avoir traité George Floyd avec une grande cruauté, avoir agi en présence de mineurs et avoir commis son crime en réunion. Ces circonstances aggravantes pourraient alourdir sa peine de prison. Nouveau rebondissement dans l'affaire Lucas Tronche. Des ossements pouvant être d'origine humaine ont été retrouvés jeudi à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, l'endroit où l'adolescent avait disparu en 2015. Des débris de vêtements et un sac similaire à celui du jeune homme ont également été découverts à proximité de son domicile. Pour rappel, Lucas Tronche, 15 ans, avait disparu en mars 2015, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la piscine. Malgré le travail des autorités depuis 6 ans, les indices n'ont pour l'instant pas permis d'élucider cette affaire. Un TGV attaqué à Marseille. Mercredi, avant d'arriver en gare Saint-Charles, un TGV Paris-Marseille a été touché par un projectile qui serait une balle d'arme à feu. Toutefois, aucune personne n'a été blessée. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale de la sécurité publique qui devra déterminer avec exactitude le nombre et la nature des projectiles. De son côté, la SNCF devrait porter plainte.
Le plus haut hôtel du monde ouvre ses portes. C'est à Shanghai que le J-Hotel a été inauguré le 19 juin dernier. Situé au cœur de la capitale économique de la Chine, offrant ainsi une vue imprenable. Il s'agit de la deuxième plus haute tour du monde après le Burj Khalifa à Dubaï. Sur 128 étages, l'hôtel occupe les 84 à 105e étage et le 120e. Pour vous offrir une nuit, il faudra débourser 400 € pour une chambre double. La plus belle suite, avec chandelier en cristal et sauna privatif, est proposée à plus de 8500 € la nuit. Des Français pas très bons en géographie, 6 supporters français détenteurs de billets pour le match France-Hongrie à Budapest, la semaine dernière n'ont pas pu assister à la rencontre. La raison, une petite erreur de localisation. En effet, les 6 supporters se sont rendus à Bucarest en Roumanie et non pas à Budapest en Hongrie. Ce n'est qu'une fois arrivés qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, mais c'était sans compter le prochain match de l'équipe de France qui aura lieu lundi face à la Suisse, et cette fois-ci à Bucarest. Naissance de pandas jumeaux au Japon. Dans un zoo près de Tokyo, une femelle panda nommée Shinshin a accouché de jumeaux dans la nuit de mardi à mercredi. L'un des bébés pesant à peine 124 grammes a été placé en couveuse. Les pandas n'élèvent qu'un seul de leurs petits. Les soignants devront donc être attentifs à ce que la mère allaite un bébé quand l'autre sera en couveuse. À l'état sauvage, il n'existe que 1800 pandas géants vivant en Chine. À cela s'ajoutent 600 autres pandas qui vivent dans les parcs alimentaires à travers le monde. C'est bientôt la fin de cette édition. Ce soir, grand retour de Bistro Liberté avec pour invité Marion Maréchal-Le Pen. Nous vivons dans un état de barbarie permanente, où les faits divers sordides font l'actualité tous les jours que Dieu fait. Il y a des émeutes tous les 2 jours dans ce pays, il y a des attentats terroristes tous les mois dans ce pays, des égorgements. Et je pense qu'il y a une forme... Oui, d'habitude qui s'installe. Je veux dire, on n'est plus aussi choqué aujourd'hui qu'on a pu l'être à une certaine époque de ce genre de phénomène. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas de nouveau un attentat peut-être extrêmement spectaculaire qui retraumatisera. Mais c'est vrai qu'il y a, ce phénomène qui existe. Et je ne suis pas sûre que l'économie ne restera pas un des sujets très importants. Je ne suis pas sûre que la sécurité sera au-dessus de l'économie en termes déterminants. Demain, retrouvez un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit le président des Patriotes, Florian Philippot. Ensemble, ils dressent un premier bilan des élections et reviennent sur la gestion de la crise sanitaire avec de gros points d'interrogation sur le déroulement de l'été. Le Rassemblement national, ça fait 1 an qu'il dit à ses électeurs que restez chez vous, vive le confinement. Je crois qu'ils ont fini par lui obéir. Ils sont restés chez eux. Voilà. Ils se sont confinés le jour des élections, ils ne sont pas allés voter pour le Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national a été, dans cette crise Covid, en dessous de tout. Vaccination obligatoire, soutenir les confinements. Marine Le Pen, il y a 1 mois et demi, demandait, même contre Macron, la fermeture des écoles, etc. Pas de combat pour les libertés. Ça se paye tout ça. Ça n'a pas été extraordinaire pour En Marche non plus. On n'en a pas beaucoup parlé. Ça a été la bérésina totale, et tant mieux pour eux dans ces élections régionales et départementales. D'ailleurs, normalement, ils auraient dû présenter leur démission. Il y avait 15 ministres et secrétaires d'État qui étaient candidats sur des listes, qui ont fait parfois... Ils attendent peut-être le 2e tour. Ouais. Mais je crois que nous, on peut attendre longtemps en fait. Et puis dimanche, vous avez rendez-vous avec Terre de Mission. Quant à nous, on se retrouve lundi. Merci pour votre fidélité. Excellente fin de semaine à tous. Voilà 5 ans que ça dure. 5 ans. C'est long, 5 ans. Un quinquennat. On en fait des choses en 5 ans, comme mettre la France KO par exemple, comme le fait Macrominus Ier sur le sujet. Il s'y connaît, le gamin.
Voilà donc 5 ans que les autorités publiques ont décidé de fermer une mosquée salafiste installée dans les quartiers nord de Marseille. Et cela fait 5 ans que les représentants de cette mosquée se moquent de cette décision comme de l'an 40, époque bénie à laquelle nous n'avions pas à gérer ce genre de problème. En dépit de l'arrêt de fermeture, les fidèles continuent à venir. Pour les services de renseignement, la messe est dite, si je peux me permettre. Il s'agit d'un lieu de prière fondamentaliste qui avait pris pour guide l'imam Doudi, expulsé vers l'Algérie en 2018. Une référence en la matière. Les renseignements sont au courant, le ministère est au courant, la police est au courant, tout le monde est au courant. Mais ça ne change rien, la mosquée est toujours ouverte et personne n'a l'intention de faire en sorte que ça bouge. Quel besoin, dans ces conditions, de s'embarquer dans un énième projet de loi comme celui de la loi contre le séparatisme qui ne s'appelle plus loi contre le séparatisme? Quel besoin, puisque de toute façon, la nouvelle loi ne sera pas plus appliquée que l'ancienne. Le cas n'est pas nouveau. Il y a quelques années, une école hors contrat fondamentaliste avait connu exactement le même sort à Toulouse, l'école Al-Badr, Al-B-A-D-R. Je ne sais pas comment cela se prononce, Al-Bader, la bande à Bader, je ne sais pas. Cette école était censée fermer, mais ne fermait pas. Je suis prêt à parier 10 kebabs qu'elle est toujours en activité. On pourra toujours décider toutes les fermetures possibles et imaginables. Si personne ne met les menaces à exécution, ça revient à jouer du cornet à piston farci à la graisse de hérisson, comme dirait le capitaine Haddock. Il y a tout ce qu'il faut dans l'arsenal législatif actuel. Il suffit de s'en servir, mais il est sûr qu'il est bien plus tentant de pondre de nouvelles lois. Cela permet de venir pourrir la vie de bonnes gens qui n'ont rien demandé. Car la loi contre le séparatisme, qui ne s'appelle plus la loi contre le séparatisme, viendra mettre son nez dans la vie de plein de cathos bien sympas qui ne sont pour rien dans tout ce bazar. On va toucher à la liberté pédagogique et à l'instruction en famille, juste pour faire genre. Et pendant ce temps-là, les mosquées salafistes, officiellement fermées, seront toujours ouvertes, comme les écoles coraniques officiellement interdites, seront toujours ouvertes. Ce bazar, ça fait 5 ans que ça dure, et même en fait beaucoup plus que 5 ans. Si nous pouvions éviter d'en reprendre pour 5 ans de plus, j'avoue que ça ne serait pas de refus. Je vous souhaite une excellente soirée.